second poteau Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention. Nous sommes le vendredi 1er avril, au moment où on enregistre l'émission. Et j'ai pour la 3e semaine consécutive à ma droite Aurélien. Bonjour Lorenzo, bonjour à toutes et à tous. Mais surtout, moi je suis plutôt à la 18e semaine consécutive. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je vais rabattre là-dessus. Je suis le Moussa Sissoko dans Première Intention. Et à ma gauche, j'ai Théo qui est là pour la 3e semaine consécutive. Plaisir partagé, merci pour la présentation Lorenzo, effectivement. Si Michel Drucker va probablement nous quitter sur son fauteuil on n'est pas couché, vivement dimanche, pardon, Aurélien nous s'éteindra sur ce fauteuil. C'est écrit. Exactement. Donc au programme les news extraordinaires, le top flop de la trêve internationale. Ensuite le débat portera sur quel bleu nos chroniqueurs vont voir arriver au Qatar lors de la Coupe du Monde en décembre prochain. On aura ensuite les matchs à voir du week-end et on finira par un quiz. On commence donc avec les news. Les news, et on commence par un petit foutage de gueule de la part de la FIFA. Son président Gianni Infantino a déclaré lors du congrès de cette même FIFA qu'ils n'ont jamais proposé de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais qu'ils ont simplement étudié la faisabilité d'un tel processus et que cette idée ne vient pas de la FIFA finalement. Bon, il a quand même précisé que c'était tout de même faisable et que des discussions allaient avoir lieu pour que ça se fasse. Donc là, Gianni, est-ce qu'il se foutrait pas une gueule quand même? Bah après, je dirais que c'est dans la continuité. Blatter dit qu'il n'a jamais été corrompu, donc finalement pour moi, il continue là-dedans. Il cherche toujours quand même à avoir les fédérations, certains soutiens de fédérations notamment africaines où il disait qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans permettrait de résorber la faim dans le monde carrément, et peut-être même comment résoudre le conflit israélo-palestinien. C'est peut-être un peu chaud pour Gianni Infantino, mais voilà, il cherche quand même un consensus avec les fédérations. Il envoie presque son bouc émissaire, Arsène Wenger, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous en parlait tout le temps. C'est lui le développement du football, alors qu'il le fait régresser, c'est le problème du mot développement. C'est un sketch. De toute façon, la FIFA est un sketch et j'ai hâte de voir quelle sera la chute. Ouais, le prochain spectacle. On salue le timing également, vraiment le 1er avril, ils ont le sens de la répartie, le sens du timing du côté de la FIFA. Eh oui, c'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière que la FIFA nous fasse rigoler fortement. La deuxième news, on part en Angleterre avec la Premier League qui va enfin faire comme tout le monde, et cela concerne la règle des 5 changements, alors que dans la très grande majorité des championnats et en Coupe d'Europe notamment, la règle des 5 changements était devenue la norme. Il y avait cet énorme village d'irréductibles britanniques qui voulait en rester à 3 changements. C'est maintenant terminé. À compter de la saison prochaine, 5 changements seront possibles en Premier League. Alors toi de base, au tout début, tu n'étais pas trop favorable à ce qu'il y ait 5 changements pour les matchs officiels, mais est-ce que tu as du coup, avec les 5 changements qu'on voit maintenant dans tous les championnats et en Coupe d'Europe, est-ce que ton opinion a évolué sur la question? Légèrement quand même, vu que ils ont fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'ils ont gardé les 3 slots pour faire quand même ces 5 changements. On n'a pas trop vu, mais ça, je mets un bémol. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise du Covid dessus, mais pour moi j'avais peur quand même d'un renforcement des gros, notamment ceux qui auront quand même plein de pognon, donc notamment le PSG, mais comme ils ont une direction sportive minable, forcément derrière on n'a pas vu ce qu'on pensait voir. On a vu surtout, je pense au Bayern Munich qui a pas mal lancé de jeunes, je pense à Musiala, je crois à Richards, des trucs... Puis un Inter aussi qui a un groupe assez armé et qui du coup se retrouve rarement avec un joueur clé physiquement largué. Donc, ce qu'Aurélien dit, c'est très pertinent. Je pense qu'il y avait besoin de ce renforcement-là en termes de changement. Maintenant, oui, voilà, tout dépend de la bonne volonté et surtout de l'utilisation du coach. Faire 3 changements à la 88e et un changement ensuite à la 92e, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, moi je trouve ça cohérent. Je trouvais que l'ancienne règle qui permettait de faire un changement supplémentaire en prolongation était généralement inefficace parce que aucun entraîneur ne va faire tous ces changements d'un coup. Il garde toujours cette petite réserve là sur un carton rouge ou une blessure. Si en prolongation tu faisais un changement en plus, il était souvent totalement dénué de sens et contre le cours du jeu. Donc je suis ravi de ce changement là, et tu le rappelais très justement Lorenzo,
il restait plus qu'à convaincre les Anglais dans cette histoire. Et oui, et du coup, oui, ça permet aussi de permettre un roulement de l'effectif et de permettre à des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, que ce soit les jeunes ou d'autres, de jouer un peu plus. Et du coup, après, le problème, c'est que ça peut être aussi utilisé pour dire, par exemple, avec la réforme de la Champions League, et augmenter le nombre de matchs, par exemple. Vous allez regarder, de toute façon, vous avez les 5 changements, donc augmenter le nombre de matchs. Voilà. Les joueurs sont pas fatigués, du coup. Voilà, j'espère que ça ne prendra pas la tournure, mais c'est vrai que... On espère, mais bon, rien. Et on voit plus de jeunes jouer. Et c'est ça aussi qu'il faut saluer. Qu'il faut saluer avec, c'est vrai que des 5 changements qui va devenir, du coup, tout à fait normal dans tous les grands championnats et en Coupe d'Europe notamment. On est pour la Coupe du Monde aussi, il y aura 5 changements ou pas? Je crois bien que oui. Oui, je pense. Ouais, c'est changement. De toute façon, ils y étaient pendant l'Euro. Oui, donc ça aussi. Comme l'IFAB, l'Institut de l'arbitrage n'est pas revenu dessus, je pense que. Ouais, donc ça va être la norme aussi, donc, du coup, dans le football mondial, globalement. La dernière news, une autre page de l'histoire du football féminin a été écrite ce mercredi en Espagne, à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Plus de 91 000 personnes étaient venues assister à ce match, ce qui en fait le match de football féminin qui a rassemblé le plus de personnes dans un stade dans l'histoire. A noter que le Barça a remporté le match 5-2 et retrouve à Wolfsburg en demi-finale, alors que Lyon affrontera le PSG dans l'autre demi-finale. Donc là, c'est encore un autre pas franchi pour le football féminin, notamment en Espagne qui avait un peu raté le wagon par rapport peut-être à la France ou à l'Allemagne dans le football européen. Et là, on voit un classico concrètement qui ramène autant de personnes, c'est toujours quand même un bon signe. Oui, surtout que tu vois les résultats aussi bien, les résultats de l'équipe nationale espagnole où elle avait fait une bonne Coupe du Monde 2019 où elle avait très très bien résisté aux États-Unis en 8e de finale, si je ne me trompe pas, parce que c'était avant le match de l'équipe de France. Là, pour le coup, il y avait eu moins de suspense. Mais franchement, il me semble qu'elles avaient égalisé et c'était Rapinoe qui avait encore mis un doublé. Donc, après, c'est pas anodin que le Barça ait remporté la Ligue des Champions l'année dernière, que Alexia Putellas soit Ballon d'Or féminin. Oui, et que aussi, même le Real, qui est quasiment une équipe construite. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans sur les restes je crois du club d'Oviedo, voilà, où on commence aussi à voir des bonnes choses, surtout que mettre 2 clubs espagnols en quart de finale de Ligue des Champions féminine, je pense que c'est pas anodin, et la preuve aussi que quand on s'en donne les moyens, eh bien le football féminin peut intéresser. Et de toute façon, ça va dans le bon sens. Critiquer le niveau du football féminin maintenant, c'est comme critiquer le football sûrement dans les années 60, soit 70. Ça vient de débuter, c'est tout nouveau. Et encore, je trouve que le gap passe c'est un constant progrès. Ouais, c'est un constant progrès à chaque Puis là, surtout, tu as un dernier carré qui est quand même extrêmement prometteur. Tu as d'un côté Wolfsburg qui est habitué aux finales européennes, un Barça qui se reconstruit, et de l'autre, tu as une demi 100% française entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Lyon a eu cette hégémonie en masculin et en féminin sur les championnats. Paris revient très bien malgré quelques problèmes en interne. Donc c'est hyper intéressant. Et puis je me permettrai de rajouter, puisque au Parc, il y avait 27 000 personnes aussi pour supporter les Parisiennes face au Bayern. C'est le record d'affluence pour un match au Parc. C'est encore le Groupama Stadium qui a ce record-là avec un peu plus de 31 000 spectateurs. Mais c'est une très bonne chose également pour le football féminin, de se dire que tu peux prendre comme ça plus de 120 000 spectateurs confondus sur ces 2 rencontres. C'est une habitude chez les hommes et j'espère que ça le deviendra chez les femmes aussi, parce qu'il faut leur donner cette opportunité de jouer dans des grands stades et devant beaucoup de spectateurs. Ouais, je pense d'ailleurs que le dernier record c'était aux États-Unis, c'était 38 000 places, et je crois que c'était à Portland, parce qu'il y a le Portland Thorns et les Portland Timbers. Et donc c'est fou de se dire quand même que là, le record où comment aux États-Unis on sait comment le championnat est très développé pour les femmes, finalement là c'est un record mondial, mais surtout européen avant d'être mondial. C'est de bonnes augures pour la suite, et notamment l'Euro qui arrivera cette année en Angleterre pour le football féminin. C'est donc terminé pour les news. On va passer, je vais te donner la parole à Aurélien pour les news extraordinaires. C'est parti. Les news extraordinaires, Aurélien, encore une fois, apprends-nous des choses. Allez, c'est parti, je me balade dans le multivers et cherche la réalité alternative où les news extraordinaires sont un véritable sujet de société. En attendant de trouver la bonne, voici 3 nouvelles manchettes. Samedi dernier, Port Vale a réussi à battre Sutton pour le compte de la 39e journée de League 2 en 4e division anglaise. Et ce succès a permis au club basé à Stoke-on-Trent de réaliser un exploit impressionnant. Ainsi, ils ont battu les 91 autres clubs professionnels, y compris les 20 clubs actuels de Première Ligue. Dire qu'avec mon équipe amateur, on essaye juste de battre 5 autres équipes du même niveau.
Allez, Gianluigi Buffon est le meilleur gardien de l'histoire avec un grand H. Et là, tu ne peux rien dire parce que tu en as deux qui vont être contre toi, Lorenzo. Mais il ne peut pas garder tous ses records intacts. Lors de la saison 2015-2016, le champion du monde 2006 avait réussi à ne pas prendre de but pendant 973 minutes. Eh bien, un gardien de 8e division italienne a fait mieux que lui. Luca Abbiati, né en 1982, donc qui est presque un genou par rapport à Buffon, né en 77, vient d'empêcher tous les attaquants qu'il a croisés pendant 1037 minutes de pousser le ballon dans les filets. Pour cet exploit, le portier a même reçu un message de félicitations de l'actuel dernier rempart de Parme. Rien à voir avec l'ancien gardien de Milan AC, Abbiati. Non, et pourtant... Christian, et oui, on le salue. On le salue s'il nous regarde. On pense à toi et à tes bourdes. Et un petit ravalement de façade qui a livré un secret de polichinelle. Des tueurs de pigeons sommeillent dans chaque footballeur du dimanche. Sur une photo publiée sur la page Facebook Seidi Ascolice, nous pouvons voir l'église San Tommaso Apostolo en train d'être nettoyée et surtout cette gouttière qui a révélé ce secret. C'est surtout ce que nous voyons par terre qui a rendu ce cliché viral. Nous y trouvons une trentaine de ballons de tout type, de toute taille et surtout un datant de la Coupe du Monde 78. C'est fantastique, on retrouve de ces choses qu'on fait quand on nettoie les églises. Pensez pour tous les gens qui vont vérifier leur toit ce week-end. On espère qu'ils trouveront les mêmes reliques. Si ils vont pas en pavillon à côté de stade, on va vérifier quand même. Donc merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On passe tout de suite au top et flop de la trêve internationale. C'est parti. Le top flop, et Théo, toi tu vas nous parler d'un joueur polonais qui joue au Napoli, Piotr Zielinski. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mettre dans l'aquarium tes top? Oui, Piotr Zielinski, j'aime beaucoup ce joueur, je l'aimais déjà il y a quelques années de ça au Napoli, mais il a été essentiel dans la qualification de la Suède, de la Pologne, pardon, face à la Suède, c'est le lapsus révélateur. Match très intéressant du Polonais, positionné juste à côté de Robert Lewandowski, qui prend quand même une dimension assez intéressante avec le Napoli depuis 2 ans, et qui est, je pense, peut-être pas au top de sa carrière, mais à 27 ans, je pense qu'il a une vraie maturité à faire valoir lors de cette Coupe du Monde qui va arriver. On le sait, la Pologne, c'est pas que Lewandowski, et je l'ai trouvé très esselé le Bavarois cet été, où c'était clairement le seul danger. Et dans ce registre où Spalletti le fait jouer de plus en plus haut, où il est très très proche de Lewandowski dans cette attaque polonaise-là, j'espère que ça deviendra un nouveau danger majeur pour les Polonais, parce qu'on le sait, on ne peut pas tout miser sur les épaules de Robert, aussi imposante soit-elle. Et surtout sur toutes les épaules de Krikoviak. C'est vrai que qui joue encore au football. C'est vrai, il a quitté Krasnodar, qui est dans un bordel monstre avec le championnat russe, et il a joué ses premières minutes avec l'AEK Athènes ce week-end. Oui, il est toujours joueur de football. Grigor, pareil, si tu nous vois. On sait le préciser. On salue évidemment. Aurélien, toi, du coup, la semaine dernière, on avait fait un très très gros débat sur la reconstruction de l'Italie et donc la nécessité de faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs pour assurer le futur de la Squadra Azzurra. Et du coup, contre la Turquie, cette semaine, victoire 3-2 et un doublé d'un certain Giacomo Raspadori. Et bizarrement, on parlait de faire jouer les jeunes dans ce 11 quand même où il me semble qu'il y a au moins 4-5 joueurs de moins de 25 ans, parce que Cristante il doit pas être c'est peut-être le plus vieux à 26-27. Bon, j'y arrive pas à situer son âge ni son poste, donc c'est vrai aussi. Mais en tout cas, tu avais Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori, Gigio et Gigio. Donc déjà c'était pas mal. Donc on pointait le fait de faire jouer plus les jeunes, et voilà. Et Giacomo Raspadori est sorti de sa boîte, le petit jeune de 22 ans, le natif de Bentivoglio. Et le natif de Bentivoglio, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surtout planté un doublé face à cette Turquie. Il a surtout sorti l'Italie d'un piège parce que on aurait pu perdre ce match. Ouais, on remercie Gigio Donnarumma qui nous a quand même gratifié de 2 belles bourdes, dont une malheureusement c'est le premier but de Cengiz Under, et un dégagement sur un joueur turc. La tête d'Unal, et il est tellement choqué de ça qu'il se retourne et il se rend compte trop tard de ça, mais dans les sorties balle au pied de Donnarumma, c'est potentiellement un but offert à chaque fois. Ouais. Voilà, donc le petit jeune a montré ce que l'Italie devait faire, donc faire confiance à des jeunes puceaux, et
puisque c'est ça ce qui permettra à la Squadra Azzurra de rayonner au maximum. Maintenant, avec ce doublé, il a déjà 3 buts en 9 sélections. S'il pouvait enfin battre le record de Silvio Piola qui dure depuis 74, ce serait quand même pas le moindre mal. Non, puis c'est une très belle chose quand même. Raspadori, on l'a vu, je pense qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu à l'Euro, mais ça c'est un autre débat. Mais il y a beaucoup d'innocence dans ce joueur-là qu'on n'a pas vu depuis Federico Chiesa. Et bon, Chiesa, c'est bien beau de le voir sur les réseaux sociaux en train de remarcher petit à petit, mais on ne peut pas lui souhaiter de revenir trop vite. Et pour moi, Raspadori, il y a vraiment un truc à jouer avec ce joueur-là. Scamacca a été bon, Zaniolo aussi. Ce qui est terrible, c'est qu'on ait mis cette composition-là dans un match sans enjeu. La presse italienne, elle avait été assez critique sur ça. Il y avait des quotidiens italiens qui titraient que ça faisait bizarre de gagner des matchs. Mais la réalité, elle est là. Tu mets en confiance toute une équipe, tout un bloc, trop tard. Dans un contexte quasi nul malheureusement. Et bravo à Giacomo d'être aussi polyvalent, parce qu'encore jouer sur le côté gauche, maintenant attaquant. Il peut jouer en deuxième neuf, c'est vrai qu'il a énormément de C'est très polyvalent et ça promet des belles choses. Peut-être le nouveau Alessandro Del Piero. La personne pour qui on a dit ça, c'était Marvin Martin pour Zidane, donc moi je reste les pieds sur terre. Calmons-nous, mais bon, ça promet quand même de belles choses pour l'Italie dans le futur. Le parcours de l'Italie, on pourrait comparer un peu au parcours de l'Algérie, qui était passé d'une série d'invincibilité fantastique, de victoire à la CAN, à finalement être éliminé aux phases de groupe de la CAN. Et puis là, finalement, un peu comme l'Italie, l'Algérie ne connaîtra pas le Qatar et la Coupe du Monde à la fin de l'année, et éliminé par le Cameroun à cause d'un but de Toko Ekambi dans les toutes dernières minutes de la prolongation. Donc du coup, toi Théo, tu me parles de l'Algérie qui s'est malheureusement reposé sur ses lauriers, qui le paye maintenant, notamment du coup face au Cameroun lors de ses barrages pour la CAN. Ouais, évidemment, l'image de Belmadi à la fin en larmes sur la pelouse, elle est pour moi que le fruit d'un destin inévitable. S'il y avait vraiment une notion de fatalité, comme dans les plus grandes histoires de la Grèce antique là-dessus, parce que tu te reposes sur tes lauriers, tu cherches pas à renouveler ton jeu, tu es constamment dans cette phase de jeu où tu te dis bon, c'est Mahrez, peut-être que ça va tomber, peut-être que sur un centre deuxième poteau Ismaël Slimani sera là, peut-être qu'il va y avoir un débordement de Belaïli, mais tu peux pas, sans tactique de jeu, sans organisation, espérer des miracles, et il y en a clairement pas eu face au Cameroun. Alors oui, on peut parler des fautes d'arbitrage qui ont été présentes de chacune des côtés. On a vu que l'Algérie a demandé officiellement à rejouer le match. Je pense que c'est un débat bien trop large, parce qu'à ce compte-là, on rappelle Thierry Henry pour rejouer face à l'Irlande, et puis on remet l'arbitre de la remontada pour refaire un match d'exhibition face au PSG et au Barça. Mais la finalité de ça, c'est que l'Algérie n'est pas à la Coupe du Monde. L'Algérie est déchue de beaucoup de ses principes de jeu qui l'avaient mis quasiment sur le toit de l'Afrique, puisqu'il y a ce titre-là à l'ancienne CAN, l'invincibilité. Donc c'est terrible. Un Cameroun vaillant qui passe, qui n'aura rien lâché. Et on espère pour l'Algérie, parce qu'on a vu que les têtes commençaient déjà à tomber au niveau de la fédération, beaucoup de démissions annoncées depuis cette défaite-là, qu'il y aura une remise en question globale, parce que comme pour l'Italie, c'est une terre de football et il faut faire revivre ça pour les supporters et puis surtout pour l'histoire de ce pays. Et surtout qu'il y a un vivier assez important quand même, avec beaucoup de potentiel. Et en dehors des binationaux d'ailleurs, parce que tu sens que ça commence à faire jaser d'arrêter de courir après des Oussem Aouar, des Amin Gouiri. Les mecs, les supporters algériens veulent du cru, et surtout c'est vrai qu'on était passé sur des conférences de presse assez lunaires avec Belmadi qui était en véritable sniper, qui demandait les origines de chacun des journalistes, qui lui posait des questions. C'est ça, il était en véritable rapport de force avec les journalistes, et tu sens que ça a tendu son jeu, et derrière ça a craqué. D'ailleurs, un Youssef Belaïli qui a signé au Stade Brestois cet hiver, qui n'était pas rentré depuis plusieurs jours. Der Zakarian avait annoncé en conférence de presse qu'il aurait bien aimé savoir où il était. Les FEDEC du football a annoncé il y a quelques minutes de cela qu'il ne veut toujours pas rentrer et qu'on ne sait même pas s'il va rejouer au foot un jour, tellement il a été dégoûté de sa défaite face au Cameroun. Donc peut-être une énième désillusion. Ça va rester dans les têtes. Et ça va rester dans les têtes, c'est sûr que là-dessus. On passe de si haut à si bas en si peu de temps, c'est quand même. Moi j'ai quand même une pensée pour les supporters algériens, parce que ça avait été mis en avant sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont passé quasiment 24 heures dans le stade avant d'assister au match, qui ont dormi devant pour avoir leur ticket en premier. Il y avait 20 000 places qui ont été mises en vente sur les derniers jours précédant la rencontre. C'est terrible. Moi, je pense vraiment à ces gens-là. Là, c'est vraiment la pensée que j'ai. Surtout que parfois, le football a vraiment cet effet expiatoire pour les Algériens, pour beaucoup de gens, et notamment l'Algérie, où on sait très bien ce qui se passe actuellement avec le gouvernement et tout ce qu'il y a autour. Quand le football est aussi important, c'est vrai que malheureusement. Quand tu perds ta soupape, tu craques.
Ouais, tu craques et du coup, pour se passer à ton flop Aurélien, on passe d'un pays du Maghreb à l'autre. Toi, tu veux nous parler d'un pays qui a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde face au Mali grâce à sa victoire 1-0 à l'aller et un vieux 0-0 au retour. Tu veux parler de la Tunisie qui vraiment t'a pas enchanté. Bah non, c'est ça. Et surtout, en plus, ça permet un peu de faire aussi un autre rapport avec l'Algérie. C'est que, alors, si la Tunisie est passée, c'est en refusant complètement le jeu à partir du but de Moussa Sissako à la 36e minute au stade du 26 juin de Bamako. Mais surtout, voilà, au match retour, il y a un joueur en tout cas qui m'a impressionné, c'est Aïssa Laïdouni. Laïdouni qui joue à Ferencvaros et qui est surtout de parents algériens et tunisiens, où il était censé représenter l'Algérie, il a fini par représenter la Tunisie. Et quand je vois le match qu'il a réalisé contre le Mali, où s'il y a bien quelqu'un qui a permis de défoncer les 3/4 des offensives maliennes, c'est que c'est grâce à lui. Il a vraiment donné son corps à la science. Mais là où j'ai envie quand même de taper un peu sur la Tunisie, parce que donc ils ont remplacé leur sélectionneur suite à l'élimination à la CAN, donc c'était Montserrat et j'ai un doute, ils l'ont remplacé par Jalil Kadri, et Jalil Kadri a vraiment refusé le jeu, alors que franchement quand tu regardes, tu avais du Laïdouni, du Ben Romdan, t'as Sliti devant qui peut apporter des choses, t'as Sliti, t'as Jaziri, Skiri n'était pas titulaire parce qu'il revenait de blessure, t'as Hannibal qui est sur le banc. Oui. Mais le dernier quart d'heure et les 5 minutes de prolongation, c'est abominable. Les joueurs marchaient en reculant pour sortir. C'est imagé ce que je viens de dire là, mais non, globalement, c'est vrai que c'est une équipe qui a complètement refusé le jeu. Et la fin de rencontre, comme Aurélien disait très justement, c'était tellement de nervosité entre des Maliens qui étaient à 2 doigts de faire débarquer leurs remplaçants pour faire sortir eux-mêmes les Tunisiens, et des Tunisiens qui, de toute façon, savaient qu'ils n'avaient rien d'autre à tenter et attendaient patiemment la qualification. Donc c'est assez triste pour le football africain de voir ce genre d'équipe se qualifier comme ça. Et on espère qu'ils montreront de belles choses au Qatar. Parce que sinon, c'est surtout ça, c'est que franchement, s'ils montrent ça, si la Tunisie montre ça, alors qu'elle a les qualités pour bien jouer, surtout qu'elle avait fait une belle CAN. Je trouvais que c'était une des équipes qui avait surtout avec tous les cas de Covid, etc. Qui avait le mieux joué, avec tous les cas de Covid. Franchement, je m'attends à mieux, mais c'est mon coup de gueule parce que même si c'est passé, moi qui devais liver ce match, parfois c'était chiant, c'était embêtant. Non, puis surtout, pour conclure là-dessus rapidement, Lorenzo, il y a plein d'équipes qui sont prometteuses dans les phases de poule ou des phases à élimination directe et qui, le jour J de la compétition, annihilent tous leurs principes de jeu. Je pense à une Turquie qui était brillante en phase à élimination directe et qui était venue parquer le bus sur le match d'ouverture face à l'Italie avant de complètement paraître méconnaissable sur les 2 rencontres suivantes. Résultat des courses, ils avaient fini bon dernier de ce groupe-là. Donc voilà, ne jamais bafouer ces principes de jeu parce que c'est ce qui permet d'atteindre les sommets. Il ne faut pas les renier dans les matchs clés, notamment face au Mali. Surtout que lors de la Coupe du Monde, on s'était avoir un minimum de beau football, si on peut dire, et qu'on ne se fasse pas chier devant les matchs comme un certain Danemark. C'est ça, surtout que si tu t'emmerdes devant une Coupe du Monde à 32, alors dans 4 imaginons à 48 où le Vinska FC devrait être présent. Ça va être terrible. Ça risque d'être terrible. C'est donc terminé pour ce top flop. On passe sur le débat de cette émission qui, pour accompagner l'équipe de France, qui va composer l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. C'est parti. Et c'est parti pour le débat du jour sur l'équipe de France qui sort de 2 matchs de préparation plutôt convaincants. La victoire 5-0 contre l'Afrique du Sud et la victoire 2-1 finalement contre la Côte d'Ivoire à la toute dernière minute grâce à une tête de Aurélien Tchouameni, autant que moi j'ai un petit trou de mémoire. Donc du coup je vous ai demandé chacun de faire plus ou moins vos 23 joueurs que vous emmèneriez à la Coupe du Monde au Qatar, même si c'est dans 6 mois, au moins pour avoir une petite preview, un petit aperçu de ce que pourrait donner la liste d'Olivier Deschamps. Un croquis. Moi, regarde, Aurélien, tu vas la faire à la Didier Deschamps pour les gardiens. Alors pour les gardiens. Non, pour les gardiens, pour le moment. Alors, pas du 3e au premier gardien. Du 3e au premier gardien. Pour le moment, je choisirais quand même Alban Lafont. Bien sûr. Voilà, Alban Lafont, Mike Maignan et Hugo Lloris. Alors pourquoi Lafont ? Je veux quand même ajouter un truc. Avant qu'il y ait le débat, il faudra sûrement prendre en compte ça, c'est que on jouera quand même une Coupe du Monde
où la saison sera démarrée, contrairement aux autres trucs où la saison est finie. Et donc là, les mouvements de joueurs durant ce mercato hivernal et leur phase, et parfois les phases d'adaptation ça pourrait changer nécessaires, pas mal de choses, ça pourrait changer pas mal de choses. Mais c'est vrai que pourquoi je mets Alban Lafont pour le moment, Alphonse Areola et et le troisième gardien. C'est vrai que le troisième gardien, on dit toujours que c'est le mec pour faire la fête. Surtout que mais le problème, c'est que Alphonse Areola, il est déjà deuxième gardien, il ne joue que les matchs de l'UEFA, de la coupe de l'Europa League avec West Ham. Donc déjà, s'il arrivait à dépasser Lucas Fabianski, on réfléchirait à le mettre. Je réfléchirais. Et surtout, ça fait des années que ce statut du troisième gardien il est obsolète en équipe de France. On a eu des Costil, on a eu des Areola, on a eu des Ruffier. Même si Areola a fait la seule prestation qu'il a faite en équipe de France. Ouais, il a été extraordinaire face à l'Allemagne. Mais après, le problème d'Areola, c'est que on parle d'un joueur qui encore à quelques années était considéré comme l'éternel espoir du Paris Saint-Germain, alors qu'il avait largement dépassé la barre des 25 ans. Donc le choix d'Alban Lafont, il est hyper pertinent. Maintenant, c'est vrai que tu le dis très justement, peut-être que... Il a gagné en régularité avec son match contre quand le il était PSG. parti de la FIO, c'est vraiment l'une des premières questions que je me posais. Il y a deux inconnus par rapport à ça. Est-ce que Hugo Lloris va revenir à Nice cet été et dans quel état il va arriver chez les Aiglons? Et est-ce que Alban Lafont va pas chercher ou prétendre à une meilleure écurie cet été et va complètement flinguer ses 2 premiers mois et arriver détruit à la Coupe du Monde? C'est ça aussi. D'où ma seule certitude, Mike Maignan, j'espère qu'il sera au Et est-ce qu'il faut le mettre en numéro 1? Pour moi, oui. Pour moi, c'est je vais laisser Aurélien répondre, mais pour moi, évidemment qu'il a sa chance. Alors, toi, tu pars. Ouais. Bah oui, Mike Maignan, il a un potentiel de numéro 1 bis. Là, mais vraiment, il est passé. C'est plus le joker de luxe, là. C'est pas un joker de luxe. Alors, c'est vrai que pour le moment, on l'a vu que contre l'Afrique du Sud et contre l'Ukraine, où il se prend une frappasse de 30 mètres de Malinowski. Non, c'est pas Malinowski, c'est Tsigankov. Victor Tsigankov. Mais c'est ça. Mais après, Lloris, c'est le capitaine. Donc, j'ai préféré. Enfin, tu sais très bien que Lloris sera le goal de l'équipe de France parce que c'est le capitaine. Mais en revanche, c'est sa dernière, je pense. Si tu devais jouer à FIFA, peut-être que tu songeras à mettre Mike Maignan parce que t'as pas les émois du Lloris. Mais du coup, toi, tu mettrais Lloris ou Maignan là au jour J? Toujours Lloris. Hugo Boss est toujours présent, même s'il est capable de faire quelques bourdes. Je crois que je l'ai vu faire un truc face à la Côte d'Ivoire. Mais surtout, ça fait trop de changements en un coup. Oui, le but sur Pépé, c'est un peu... Le but sur Pépé, et puis surtout, Didier Deschamps doit déjà réfléchir à un groupe stable, et il y a le Brassard qui est pour l'instant sur le bras gauche de Hugo Lloris, compliqué de le changer. Et du coup, toi, tu garderais les 3 gardiens un petit coup Lafont comme... Je reste sur le même choix qu'Aurélien, mais avec forcément cette amertume de me dire que Mike Maignan va jouer que le 3e match de phase de poule, et alors qu'il mérite bien mieux, mais ce sera peut-être que pour faire un Euro 2024 encore plus prometteur. Alors pour les défenseurs, je vais te laisser dire du coup, commence par les latéraux du coup. Mes latéraux pistons presque. Latéraux pistons, effectivement, parce que la fin de c'est vrai que en prenant en compte ça, je prendrais donc Ferland Mendy et Théo Hernandez. Et du coup, Lucas Digne qui passe à la trappe. Et c'est terrible pour Lucas Digne parce que quand on regarde le match contre l'Afrique du Sud, il a fait un super match. De toute façon, dès qu'on fait appel à lui, Lucas Digne répond présent. Il a une réputation pas forcément folle, mais parce que peut-être des passages courts éclairs au FC Barcelone et à l'AS Roma. Mais ce joueur-là, qui était le capitaine emblématique d'Everton et qui s'est fait blacklister par Rafa Benitez, a eu la chance de retrouver un Steven Gerrard à l'écoute et attentif à Aston Villa. Il avait fait une interview récemment, il disait que la première chose qu'il a fait, c'est discuter 4 heures dans un vestiaire avec l'ancien joueur des Reds et qu'il l'a vraiment mis à l'aise par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il empathie derrière parce que Aston Villa et Everton, c'est pas le même statut. Et c'est vrai que ça a toujours été un joueur sérieux. Peut-être un peu trop linéaire dans certaines de son jeu, vraiment à latéral gauche à l'ancienne, alors que quand tu as 2 locomotives à côté de toi comme Théo Hernandez et Ferland Mendy, c'est difficile de sortir son aiguille du jeu malheureusement. Et de l'autre côté, du coup pour les latéraux gauche, tu partirais pareil. Je suis évidemment les Théo Hernandez et Ferland Mendy, et à droite c'est vrai que j'ai pris que... À droite, tu m'as dit Jonathan Klaus. Je prends que Jonathan Klaus. Et finalement, que Jonathan Klaus et Kingsley Coman, du coup, qui arrivera plus tard peut-être pour mais ça me permet, un peu comme Didier Deschamps, c'est-à-dire que Jonathan Klaus, on a vu qu'il a des belles envies, même s'il a été un peu timoré, mais tu m'étonnes que... Sa première sélection, donc évidemment. Première sélection et surtout sifflé... Dans un stade où les supporters avaient rien à faire là-dedans. Voilà, donc il y avait ça. Et en fait, ça permet aussi, il assure plus défensivement, même si c'est pas non plus la panacée, il assure plus défensivement qu'un Kingsley Coman. Et donc c'est ça, c'est jouer sur ce type de profil,
un piston complètement C'est vrai que offensif. ça peut permettre de varier les plaisirs. Varier les Exactement. plaisirs, Puis tu te niveau des retrouves pistons. pour une fois aussi dans cette configuration où tu seras pas à l'Euro à devoir mettre un Adrien Rabiot en galère à gauche. Oui. C'est Qui de a l'autre pas côté, été mais si il a pas été si mauvais, mais c'est pas son poste. Tu peux pas partir dans ce postulat. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme José Garcia. La vérité, si je m'en trompe. Mais mettez les joueurs à leur poste. Pour une fois qu'on va avoir cette possibilité-là d'avoir Jonathan Klaus de métier et un Kingsley Coman qui sait bien s'adapter, c'est pas la peine de mettre une liste interminable. Pavard va jouer central, Didier Deschamps l'a annoncé récemment. Moi, je comprends largement le choix d'Aurélien. Donc du Partir coup, à toi deux. aussi, piston droit. Bien sûr, Klaus. je suis sur ce choix-là. Pour l'instant, il n'y a aucun changement par rapport à vos listes. On part sur les défenseurs centraux maintenant. Il va peut-être y avoir des changements. Je te laisse tenir tes 4 centraux du coup. Alors, mes 4 centraux, il me semble que j'ai mis Lucas Hernandez, même si il va falloir qu'il se reprenne un peu. C'est vrai qu'il Lucas s'est Là, il s'est fait manger par Pépé. Moi, Ouais, j'ai le ouais, souvenir de ouais, Lukaku. Ouais, C'était Lukaku, violent. c'est C'est très vraiment bien, des images qu'on n'a pas envie de montrer aux enfants. Quoi. C'est... Donc Lucas Hernandez, son compère du Bayern, Dayot Upamecano, le bon Jules Koundé Et Wilfried Saliba et Raphaël William. Varane. Wilfried. Oui, je sais pas. C'est parce que c'est Wilfried Mbappé. William Saliba et Raphaël Varane. Et Donc du coup, est-ce que tu serais d'accord toi pour ces centraux Je peux comprendre. Moi, pour moi, Fofana a encore des choses à dire. Peut-être Pavard aussi. Varane, moi, je sais qu'il va y être. Je sais que Oui, ce que je dis, oui. c'est En fait, parfaitement c'est ça. inutile. Et pourtant, c'est un joueur. J'ai l'impression qu'on n'admettra jamais qu'il est capable de tenir une défense seul et qu'on rajoutera toujours des excuses pour s'adapter pour parler d'acclimatation. C'était déjà l'excuse de quand il est bon avec Sergio Ramos, sans lui c'est compliqué. Mais on le voyait, il n'avait pas le niveau. Nacho était à deux doigts de faire passer Ramos pour un joueur qui est pas une légende du football. C'est compliqué, et même là à United. Alors oui, il a un joueur qui joue en Timberland à côté de lui, mais on n'est pas là pour parler d'Harry Maguire. Varane, c'est très limité, c'est très compliqué. Il y a très peu de prise de risque, quasiment zéro verticalité dans son jeu. Alors que c'est ton premier relanceur, et quand tu vois ce qu'a fait Saliba. Et il bénéficie d'un statut qui est fou, il est intouchable, il a le totem de Koh-Lanta, ce type. Et je sais qu'il va être là alors qu'il y a des joueurs plus prometteurs autour. Moi j'aimerais que Fofana, mais ça va être trop juste parce que malheureusement il a besoin d'une blessure terrible. Et sa chance, Pavard, c'est pas insensé, c'est pas une honte pour le football de le voir dans cette liste-là aussi. Mais le Toi, problème je c'est que... mettrais peut-être Pavard à la place d'un Upamecano. Ouais, ou pas, mais pour moi, franchement, si j'étais là, j'aurais sorti Varane, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et même Moi, je l'aurais sorti. Kipembe, on n'a pas parlé, mais pour moi, Kipembe mérite pas sa place non Mais plus. Kimpembe, du coup, il est pas est dans écarté sa- de la liste. Je l'ai j'aurais écarté. Pour moi, voilà, les joueurs intouchables, t'as Koundé, Lucas Hernandez et Saliba s'il y a de la continuité. Maintenant, et ça revient au débat qu'on avait pour les gardiens, cette Coupe du Monde se joue en novembre. Si Saliba revient à Arsenal et il remplit les gourdes et il nettoie l'étoile d'araignée dans les vestiaires sur les 3 premiers mois, c'est sûr qu'il n'aura pas sa place. On sait que Longoria émet un peu plus a signé automatiquement Matteo Guendouzi parce qu'il y avait le nombre de matchs. Saliba, c'était pré-sec sans option d'achat. On espère que le travail de l'ombre de l'Espagnol permettra à l'ancien de Saint-Etienne d'être là à Marseille dès août prochain parce qu'il a besoin de cette régularité-là et surtout qu'à 21 ans, il fait de très belles choses. Mais il a besoin de cette régularité. Ouais. S'il est sur le banc ou pas titulaire, Didier Deschamps ne le prendra pas. C'est son premier critère, la régularité en championnat. Donc du coup, tes 4 centraux. Mes 4 centraux, je vais partir sur Koundé, Lucas Hernandez, Varane parce que je sais qu'il bougera pas et un balotage Upamecano Pavard que je vais laisser à Upamecano, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Donc Mais- pour mais- l'instant, mais- aucune Non, mais différence dans vos Par listes. contre, c'est vrai que tu as quand même pas mal de personnes dans dans la salle d'attente quand même pour les Voilà. centraux parce que Pour moi, Pavard il est Oui, juste parce que- derrière la porte et Saliba, Fofana, on a aussi Nordi Mukiele, on ne parle pas aussi pour Non, piston ouais, droit, oui, mais c'est vrai. Nordi Et Mukiele aussi. Todibo, Todibo, Badiachil. Et Todibo, ouais. il y a surtout un joueur moi qui je voudrais parler, c'est Pierre Calulu. Pierre Calulu qui pourrait pour moi être une des surprises. Pourquoi ? qu'est-ce que j'aimerais Parce que Pierre Calulu, il a l'avantage d'être vraiment, il est Deschamps compatible. C'est le mec le plus Deschamps compatible. Il peut jouer en défenseur central. Il a joué 28 matchs cette saison. À l'AC Milan, il en a fait, que je dise pas de bêtises, il en a fait 10 dans l'axe, 13 en tant que latéral droit, 4 en tant que latéral gauche, et le seul où je l'ai pas noté, c'est qu'il avait remplacé Thiemoué Bakayoko au milieu. Donc c'est une polyvalence que peut adorer Didier Deschamps. Et, latéral droit de formation qui est arrivé à coup zéro au Milan AC parce que Jean-Michel Aulas considérait que c'était pas un joueur de foot, il l'avait pas formé. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que
on connaît l'attachement respectif qu'Aurélien et moi on a pour le Milan AC, mais là, ce serait même plus un rêve, je serais aux anges pour Ça fait partie des petites surprises de j'espère. À mon avis, Pioli, il va compter sur lui. Il continue sa progression Kalou du côté de Milan AC. Bon, désolé parce qu'on n'a pas énormément de temps, donc on va vite passer au milieu de terrain. Mais du coup, pour l'instant, aucune différence dans vos listes. Milieu de terrain, toi, Aurélien, je te laisse nous dire tes 5 milieux de terrain. Eh ben, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à cette liste de Didier Deschamps, mais je mettrais donc Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Maxence Cacré et Aurélien Tchouaméni. Donc, exit Adrien Rabiot et entre Maxence Cacré pour toi. Oui, parce qu'en fait, c'est le problème d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, tu le vois, il a un potentiel, il a une bonne frappe, il a sûrement une bonne vision de jeu, mais le problème, c'est c'est un monstre de sobriété. Et le problème qu'on voit avec Adrien Rabiot, qui a quand même déjà 27 ans, c'est que quand il arrive en équipe de France et que des jeunes arrivent en équipe de France, ils font comme lui, tout mais en mieux. Voilà, c'est ça. Tu vois Matteo Guendouzi qui a réussi à sa première passe décisive, son premier but sur ces 2 matchs. Tu vois Aurélien Tchouaméni qui a été énorme encore au milieu de terrain, associé avec Pogba et qui a été récompensé par ce but. Bref, c'est sûrement c'est le cas. Il y a sûrement un délit de sale gueule avec Adrien Rabiot, mais et du coup, pourquoi Maxence Cacré plutôt qu'un Eduardo Camavinga ou encore un qui est Fred Thuram j'ai préféré parce que Maxence Cacré est a ce profil un peu mieux récupérateur que Eduardo Camavinga, parce qu'on voit que Carlo Ancelotti essaye d'utiliser donc le jeune français à la place d'un Casemiro, c'est vraiment pas ça, et il est plus à l'aise quand il fait du cross. Quand il remplace Modric, un cran plus haut. Donc il y a ça, je pense que Maxence Cacré est un des joueurs lyonnais les plus utilisés cette année, en dehors d'Anthony Lopez. À bien mettre dans le contexte de sa blessure, il s'est blessé au il vient de se blesser, un mois et demi, c'est ça, 4 semaines. Et mais après voilà, on n'est pas à l'abri que, comme on dit toujours, et on va toujours le répéter à chaque fois, mais la saison va commencer et un peu comme Benzema avait galéré sur sa première saison au Real Madrid, peut-être que Camavinga va s'imposer et être directement dans notre jeu dès août prochain. Et ça ferait pas de mal au Real Madrid de toute façon. Alors du coup, toi, le milieu de terrain, tu prendrais la chose. Je me retrouve dans ce que Aurélien dit. Pogba et Kanté, t'es obligé d'avoir cette garantie-là. Maintenant, le problème, de toute façon, on n'a pas d'autres joueurs pour les remplacer, mais cette Coupe du Monde en novembre, elle met un contexte complètement flou pour plein de joueurs. Tchouaméni, il y a de grandes chances qu'il parte cet été, à savoir que vont donner ces 2 premiers mois, qu'ils soient au Real, au PSG ou ailleurs. Cacré, qui a 2 ans de la fin de son contrat, ne veut pas partir libre de Lyon et il n'y a toujours pas d'accord de prolongation, donc s'il part, ce sera cet été. Et du coup, t'as un flou quand même autour de ça. Kanté et Pogba sont les 2 plus certains, et encore Pogba, on ne sait pas. Donc Kanté a eu des pépins physiques. Je suis certain des capacités sur le terrain de ces joueurs-là. J'ai un peu plus de doutes sur leur situation contractuelle. J'espère qu'ils seront tous bien dans leur tête. Tu partirais sur les 5 mêmes du coup. Je pars sur les 5 mêmes. Putain, mais petit. D'un côté, on est d'accord. On aime le football. On a à peu près la même vision. Si tu veux, je te rappelle Morgan Schneiderlin, il n'y a pas de souci. Mais mon but, c'est de mettre du football. Mais c'est vrai, tiens, tu parlais de Kefren Thuram. Il aura un rôle à jouer. Et je rêve d'un. Surtout s'il continue sa progression. Puis après, tu peux même pas dire être là. Enfin, si tu veux que je me positionne en romantique du football, je te ramène Amine Adli de Bordeaux, qui est le seul joueur qui est capable d'utiliser ses 2 pieds. Dans l'effectif bordelais, je parle. Le problème, c'est que tu as des joueurs tellement au-dessus qu'à part le prendre pour la folie du football ou pour le nom du beau jeu. Yacine Adli, du coup, parce que tu as Yacine, le joueur Leverkusen. Yacine Adli, qui sera sûrement titulaire au Milan, peut-être. Et oui, on l'espère. Tu peux pas le prendre pour la beauté du football, surtout parce que c'est pas un argument qui marche pour Didier Deschamps, et parce qu'il y a malheureusement des joueurs avec un meilleur standing et des meilleures performances. Et du coup, on passe aux attaquants. Alors, toi, du coup, concrètement, Aurélien, je te laisse nous dire des attaquants qui sont peu de choses près les mêmes que ceux qui ont été appelés par Didier Deschamps pour les 2 derniers matchs, mais avec une ou 2 petites surprises. Donc, je garde Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann. Je garde Kylian Mbappé parce que c'était quand même mon point stat. Parce que j'avais quand même envie, j'ai quand même noté des trucs, et le problème c'est que Optagent, ils se sont quand même pignolés sur Kylian Mbappé. Mais c'est facile aussi de se pignoler sur Mbappé, parce que quand t'es passeur décisif sur tes 5 derniers matchs, que t'as trouvé la faille lors des 5 derniers matchs, que t'as marqué d'ailleurs 8 buts, le premier d'ailleurs français à y parvenir depuis Karim Benzema entre novembre 2013 et juin 2014. Mais je prends Amine Gouiri et surtout tu prends Christopher Nkunku. Donc du coup,
Pas d'Olivier Giroud, Pas mais d'Olivier Giroud. Amine Gouiri. Et alors c'est mon problème parce que j'adore Olive, surtout que Olivier Giroud, quand tu vois là les deux, le rassemblement qu'il a fait, c'était hors norme. On peut le dire, il a quand même fait deux gros matchs Et c'est pleins. pour ça qu'il le prend pas. Hein. C'est tout Ouais, l'analyse c'est- d'Aurélien là-dedans. C'est bon. Après, Après, la question c'est où est-ce que sera Olivier Giroud en C'est- novembre, quoi. c'est- Sur le toit de l'Europe avec le Milan. parce qu'en plus, et c'est vrai que depuis la fin de l'Euro, Dédé il avait décidé de s'en passer pour faire place à la relation hétéro-curieux entre Karim Benzema et Mbappé. Mais voilà, t'as Olivier, il a une nouvelle fois remis l'église au centre du village, deux titularisations, 2 buts. Et même si Dédé a dit que ça dépendra de beaucoup de choses, bon, pour moi ça dépend pas de ça. Donc Mais- plutôt Amine Gouiri qui fait une Plutôt énorme somme Amine du Gouiri. côté de Chelsea. Et du coup, toi, Alors Numéro moi d'attaquant. je comprends les choix d'Aurélien, mais j'ai un doute sur 2 joueurs, Amine Gouiri et Moussa Diaby. Moussa Diaby parce que c'est très simple, c'est un remplaçant, donc s'il rentre, il doit rentrer dans un contexte particulier, il peut pas remplacer Théo Hernandez au risque de complètement déséquilibrer l'équipe. Soit il rentre à la place d'un des 2 buteurs, mais on ne sait pas où est le réel positionnement. Coman peut-être, mais pour moi c'est une prise de risque. Et Nkunku pour moi doit y être, c'est le remplaçant le plus fiable à Griezmann derrière les 2 attaquants. Et pourquoi j'ai un doute aussi avec Amine Gouiri, c'est parce que pour moi Olivier Giroud en termes d'expérience a plus intérêt à jouer là-dedans. Donc ma liste des 5, enfin des attaquants, j'enlèverais Moussa Diaby, je mettrais Olivier Giroud à la place. Et si jamais dans ce choix-là ça se fait pas, je retirerai Amine Gouiri pour Moussa Diaby. Mais pour moi j'ai vraiment ce ballottage. tu veux Diaby vraiment Gouiri. que Olivier Giroud soit. Ouais, pour moi, Giroud doit y être. Et puis surtout, Amine Gouiri, malheureusement, dans ce contexte-là où l'expérience et surtout la complémentarité du trio offensif est hyper importante, tu le sais que tu auras des automatismes avec Mbappé, Giroud, Griezmann, ou avec Giroud, Mbappé, Griezmann. Tu les auras pas forcément avec d'autres joueurs. Et malheureusement, connaissant la frilosité de Deschamps à l'heure de faire ses 11, Gouiri n'y sera pas malheureusement. Voilà, c'est donc terminé pour ce petit débat sur l'équipe de France. Je trouve qu'en assez peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de plutôt solide et qu'on a revu, on a passé en revue les différents postes, les différents joueurs qui seront probablement là en novembre, en décembre pour la Coupe du Monde au Qatar. Sachant qu'il y a la Ligue des Nations aussi qui va arriver. Et qu'il y aura aussi les matchs de Ligue des Nations qui seront un peu importants. On passe très vite au match avant du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, c'est parti. On commence avec toi Aurélien, qui veut nous parler d'une affiche de haut de tableau en Bundesliga. C'est le deuxième face au quatrième, le Borussia Dortmund face à Leipzig. Et Dortmund qui peut jouer une petite carte qui revient un petit tapis sur le Bayern en première place. Et en effet, ils ont plus que 6 points, 6 points de retard. Mais par contre, il y a quand même une sacrée nouvelle qui vient de tomber pour Dortmund, c'est qu'ils ont perdu Erling Haaland, qui était, pendant qu'il mettait un doublé et une passe décisive contre l'Arménie, qui s'est fait éparpiller 9-0. C'est horrible, l'état de sa cheville. Voilà, donc il y a la cheville, et quand on sait l'importance d'Erling Haaland dans les performances de Dortmund, moi j'ai un peu plus peur. Ça veut dire Royce en faux neuf parce que Malen a du mal depuis le début de saison. Donc, c'est ça. Donc voilà, Marco Rose il va devoir bricoler, et attention quand même au Leipzig de Domenico Tedesco et surtout, Qui revient très bien, oui. Ouais, qui revient bien, et de Christopher Nkunku, parce qu'il va falloir sauvegarder cette 4e place qui est menacée par Freiburg, qui a le même nombre de points mais donc une différence de but favorable. moins bonne. Et non, d'ailleurs ça doit être les confrontations, non c'est bon, c'est ça, c'est bien la différence de but. Et surtout tu as Hoffenheim qui est à juste 1 point à 44 points. Et la semaine prochaine tu as un savoureux Leipzig-Offenheim, donc attention, malheur à Leipzig s'ils perdent. Malheur aux vaincus, parce que Dortmund s'ils perdent, ça pourrait être terminé pour les petits rêves de titre. Donc toi Théo, tu veux nous parler d'une affiche en Serie A. Une affiche, là aussi, là c'est vraiment malheur aux vaincus, parce que la Juve qui revient très bien pourrait peut-être espérer, peut-être pas le titre, mais finir dans les 2 premiers, et l'Inter aussi qui était bien parti pour peut-être remporter un deuxième Scudetto et qui bat un peu de l'aile en ce moment. Exactement. Là c'est le match du danger entre la Juve et l'Inter. Ouais, parce qu'entre deux séances de mannequinat, Massimiliano Allegri a un match aussi à jouer. Il a posé cette semaine pour tous les quotidiens italiens quasiment. Mais c'est aussi un coach, l'ancien participant de Danse avec les stars. Et notre fan du Cortomuso n'a pas le choix. Ce week-end, il doit gagner. Gagner pour une première raison, c'est qu'ils reviennent très bien, la Juve. Et gagner pour une seconde raison, c'est que l'Inter n'a plus le droit à l'erreur. Et ils vont être dans un état où Simone Inzaghi a perdu bien trop de points depuis le derby de Milan, puisque avant que Giroud mette son doublé, l'Inter avait 7 points d'avance sur Milan, maintenant ils en ont 6 de retard.
Donc il y a un vrai déséquilibre là-dessus. La Juve est la meilleure équipe en état de forme du championnat. Si les 4 premières journées n'avaient pas existé, elle serait première. Donc elle revient très bien. Les joueurs dans la trêve internationale reviennent dans des contextes différents, mais la Serie A, elle a un seul et même but, remporter le Scudetto. Et c'est un match très intéressant, au même titre que l'Atalanta-Napoli qui se tiendra durant ce même week-end. Mais il y aura l'absence de Vlahovic, il me semble. Vlahovic, ouais, côté Juve. Donc là, la plus grosse atout offensive de la Juve qui sera pas là, donc ça risque d'être compliqué pour les Turinois. Donc merci à vous pour cette émission. Malheureusement, il n'y aura pas de quiz parce qu'on manque un peu de temps, mais vous inquiétez pas, normalement la semaine prochaine, ce sera le retour du quiz et on va voir si Aurélien gardera sa couronne pour la semaine prochaine. Tu as une semaine de sursis. Pour la 18e semaine consécutive. Moi, je remercie la régie pour cette corruption qui m'a fait et ce sera pas sans conséquence évidemment. Voilà. Donc voilà, merci. Et Robert Vitek, on le salue la semaine dernière. On l'a salué la semaine dernière. Donc merci à Aurélien Etienne de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à Agathe de nous avoir aidé en régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Un Première Attention. Bon week-end à tous. Ciao à toutes. Second poteau Pavard.